Donc, merci à tous d'être là. Je vais vous demander encore un petit peu d'attention, même si je sais qu'on est juste avant la pause. Donc, voilà. En français, mon sujet, c'est la douleur centrale bilatérale induite par une hémorragie intrathalamique unilatérale qui a été traitée à l'aide d'une forte dose de kétamine. Donc, en fait, de quoi on parle? On parle de douleur neuropathique centrale qui fait suite à des accidents vasculaires cérébraux. C'est une condition qui est encore méconnue et dont le traitement s'avère réellement difficile. Elle se développerait chez à peu près 8% des patients humains après un accident vasculaire cérébral, tant ischémique qu'hémorragique. Donc 8%, quand on sait qu'il y a à peu près 1 million de personnes chaque année qui ont des AVC, ça reste relativement important. Et la prévalence de ce type de douleur est encore plus élevée lors d'atteinte du thalamus et en particulier du noyau ventro-postérieur latéral. Elle se caractérise, cette douleur, par en fait des déficits sensoriels qui peuvent être au chaud, au froid ou au toucher, de l'hyperalgésie, donc une douleur augmentée suite à un stimulus douloureux, de l'allodynie, donc c'est un stimulus non douloureux qui cette fois-ci fait mal, et une douleur diffuse peut être spontanée ou encore induite. Les mécanismes sont malheureusement méconnus. Certains suggèrent des phénomènes de désinhibition, de sensibilisation ou encore de plasticité. Dans tous les cas, il s'agit d'un phénomène qui est vraiment multifactoriel avec de nombreux acteurs tant cellulaires que moléculaires. Donc, la voie qui nous a intéressés, c'est cette voie-là, la voie de la douleur qui part de la périphérie, donc au niveau de la moléculaire, puis qui remonte vers le thalamus et vers le cortex. Et plus précisément, nous, c'est cette zone-là, le thalamus, qui va nous intéresser, et encore plus en détail, le noyau ventro-postérieur latéral. Donc, les objectifs de notre étude, c'était de reproduire un modèle qui a été préalablement décrit par Wasserman et Köberle, qui avait injecté finalement de la collagénase au niveau du thalamus, donc du noyau ventro-postérieur latéral, et qui ont caractérisé ce modèle au niveau comportemental à l'aide de différents tests qui sont le toe pinch test pendant 7 jours, le test du hot plate et de l'acétone. Et donc nous avons voulu caractériser à nouveau ce modèle en utilisant d'autres tests et sur une période un petit peu plus longue et évaluer un petit peu de manière histopathologique la lésion. Ensuite, la kétamine, un bloqueur des récepteurs NMDA, est une molécule qui a été couramment utilisée pour le traitement de différentes conditions de douleurs chroniques neuropathiques. Donc on s'est dit, est-ce que la kétamine est efficace sur ce type de douleur centrale? Et ensuite, à titre indicatif, nous voulions évaluer la concentration plasmatique de la kétamine en fonction de la dose que nous pouvions administrer. Alors, nous avons utilisé un modèle animal, on est vétérinaire avant tout. Le rat, donc nous avons utilisé un modèle hémorragique d'accident vasculaire cérébral, et donc nous avons injecté une solution de collagénase au niveau donc, du thalamus. Ce modèle avait déjà préalablement été décrit, donc on a repris cette idée-là. La collagénase, qu'est-ce que ça fait? En fait, elle va disjoindre la paroi des vaisseaux et ainsi créer une hémorragie. Une étude préliminaire dans notre laboratoire avait déjà effectué avait utilisé ce genre de modèle pour créer une sensibilité centrale, une douleur centrale, et cette douleur avait pu être renversée par du gabapentin. Donc nous, ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment réaliser toujours une injection de collagénase en petite quantité pour viser vraiment spécifiquement le noyau ventro-postérieur latéral du thalamus droit grâce aux coordonnées stéréotaxiques. Donc nous avons utilisé des races délai âgés entre 7 et 8 semaines, puis nous avions notre groupe contrôle composé de 8 animaux qui recevaient une injection de saline dans le noyau ventro-postérieur latéral et le groupe qui recevait de la collagénase, donc 7 animaux. L'injection était réalisée sous anesthésie gazeuse, encore une fois grâce aux coordonnées stéréotaxiques. Nous avons comparé les résultats comportementaux, donc deux tests que je vais vous présenter plus tard, avant et après la chirurgie. Donc on a comparé par rapport à des valeurs de base, avant et après les traitements, donc une injection de kétamine intrapéritonéale. Et puis nous avons comparé les deux groupes, donc le groupe sham qui recevait la saline et le groupe collagénase. Au niveau de la chronologie, donc voilà comment on a réalisé notre expérience. Les animaux commençaient leur entraînement après 7 jours d'acclimatation. On les entraînait quotidiennement pendant 7 jours, puis à 2 jours avant la chirurgie, on mesurait nos valeurs de base sur les différents tests comportementaux afin d'avoir des valeurs sur lesquelles on pouvait se fier. La chirurgie était réalisée à J0, puis une fois la chirurgie réalisée, on entraînait à nouveau nos animaux, toujours sur ces mêmes tests comportementaux, sur une certaine durée, donc jusqu'à J22, pour voir si on avait vraiment une neuropathie qui s'installait.
Une fois ces entraînements réalisés, on injectait la kétamine à différentes doses, donc de manière intrapéritonéale à 1 mg kg, 10 mg kg ou encore 25 mg kg, donc à 2 jours d'intervalle, et on évaluait le comportement des animaux rapidement, donc dans les 30 minutes qui suivaient le traitement. Enfin, à J35, on réalisait notre étude pharmacologique, puis on sacrifiait les animaux. Donc, les tests comportementaux que nous avons réalisés, nous avons tout d'abord voulu évaluer la coordination motrice à l'aide du test du Rotarod, la sensibilité mécanique au toucher à l'aide du test des filaments de Van Frey, la sensibilité thermique à la chaleur à l'aide du test de Hargrave, et enfin la sensibilité thermique au froid à l'aide du test à l'acétone. Nous réalisions ces tests sur chaque membre postérieur, et donc nous comparisions les valeurs pour un membre postérieur donné par rapport aux valeurs de base. On ne comparait pas les deux membres l'un par rapport à l'autre. Pour l'étude pharmacologique, nous avons utilisé un plus petit groupe d'animaux et en fait nous avons étudié les 2 doses maximales que nous avons administrées de kétamine, à savoir 10 mg et 25 mg par kilo. Les prises du sang jugulaire étaient réalisées sous anesthésie générale, puis ensuite on prélevait le sang sur on transférait le sang sur des tubes de DTA, puis on réalisait la mesure de la concentration plasmatique de kétamine grâce à la méthode de spectrométrie de masse, chromatographie liquide de haute performance. Enfin, les animaux étaient sacrifiés, on récoltait les cerveaux, puis on effectuait différentes colorations, à savoir la coloration pour l'hématoxyline et l'éosine et le crésil-violet. Puis on effectuait également de l'immunohistochimie pour mettre en évidence les astrocytes, donc à l'aide du marqueur du GFAP. Les sections étaient par la suite évaluées par un pathologiste bordé. Au niveau des analyses statistiques, nous avons effectué un modèle linéaire de mesures répétées avec post-hoc Tukey et P inférieur à 0,05 était considéré significatif. Donc les résultats. Au niveau de la coordination motrice, donc à l'aide du test de Rotarod, ce qu'on a pu observer, c'est que donc ça c'est les valeurs avant la chirurgie, tout au long, à la suite de la chirurgie, il n'y avait pas de modification de la coordination motrice pour le groupe collagénase, donc le groupe qui avait vraiment reçu la collagénase et donc qui avait eu l'hémorragie intracérébrale. Et par comparaison au groupe sham, il n'y avait pas de différence. On remarque cependant qu'à la suite d'une administration de kétamine à 25 mg kg, on avait une diminution marquée de la coordination motrice, mais ce pour les deux groupes, le sham et le collagénase. Donc là on se dit que ce n'est pas la chirurgie qui a créé cette diminution, c'est vraiment la kétamine qui a altéré notre coordination motrice. Au niveau du test de Van Frey, alors là c'est vraiment intéressant, on voit qu'à partir de 2 jours après la chirurgie, on a une diminution marquée du seuil de retrait de la patte, donc suite à une stimulation mécanique, et cette diminution persiste dans le temps, et en plus elle atteint les 2 membres postérieurs. Donc c'est vraiment une sensibilisation mécanique bilatérale qu'on observe. Encore une fois, c'est à 25 mg kg de kétamine seulement qu'on observe une réversibilité au moins partielle de cette sensibilisation mécanique induite par la lésion, par l'injection de collagénase. En ce qui concerne le test de Hargrave, donc on observe des résultats un peu moins significatifs que pour le Van Frey, mais c'est tout de même intéressant. À partir de J15, là, on a une différence significative entre le groupe collagénase et le groupe sham. Et encore une fois, les 2 membres sont affectés, donc on a une diminution du seuil de retrait de la patte suite à l'administration de chaleur. Encore une fois, cette dose de kétamine à 25 mg kg, c'est cette dose-là qui nous permet d'avoir une réversibilité de cette sensibilité thermique. Alors, en ce qui concerne le test à l'acétone, donc pour évaluer s'il y a une sensibilité au froid, malheureusement les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. Cependant, on a quand même noté une augmentation du nombre de mouvements ou de la durée des mouvements chez près de 57% des animaux à J8 post-chirurgie. Par contre, on avait un retour rapide à la normale par la suite. Cependant, on peut noter que ces résultats sont relativement similaires chez l'homme. Ce n'est pas tous les gens qui ont ce type de douleur qui vont avoir une sensibilité au froid, et c'est à peu près un pourcentage similaire qui sont affectés. Donc ça reste quand même intéressant comme résultat. Donc en ce qui concerne les données pharmacologiques, ce qui a été rapporté, c'est que c'est une dose de 100 nanogrammes par ml qui est nécessaire pour avoir un effet au niveau de la sensibilité mécanique et thermique, donc la dose de kétamine dans le plasma. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est seulement à des doses de 25 mg kg qu'on va réussir à atteindre cette dose-là, cette dose plasmatique-là, qui explique pourquoi finalement on avait un effet avec cette forte dose de kétamine.
Au niveau des résultats histopathologiques, donc ce qu'on observe sur cette coupe colorée avec l'hématoxyline et l'éosine, c'est que notre lésion, elle est vraiment petite, puis elle est vraiment dans notre zone d'intérêt. Donc c'est vraiment cette zone-là qu'on visait, puis c'est cette zone-là qu'on a pu, entre guillemets, détruire, donc le noyau caudal du thalamus, ventro-postéro-latéral du thalamus. On voit vraiment que la lésion est bien circonscrite. À l'aide du marquage avec le crésil violet, ce qu'on observe, c'est que finalement, dans cette zone de la lésion, on a une perte de neurones. Donc les neurones normaux qu'on trouve ici, on voit qu'il y a vraiment une diminution de ce nombre de neurones normaux, donc on peut parler de dégénérescence neuronale dans le voisinage de cette lésion. Enfin, avec le marquage à l'aide du JFAP, ce qu'on observe, tout ce qui est en brun, finalement, c'est des astrocytes. Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une réaction des astrocytes, une réelle astrocytose qui est observée, encore une fois, au voisinage de la lésion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces coupes-là ont été prises à 35 jours après la chirurgie. Donc ça veut dire qu'on a une réactivité des astrocytes qui est marquée et qui persiste dans le temps à la suite de la lésion. Donc en résumé, on peut dire que notre lésion, l'injection de collagénase, a bien créé une hémorragie qui a ensuite entraîné chez Nora des déficits sensoriels, à savoir de la lodynie mécanique et une hypersensibilité thermique à la chaleur, puis cette sensibilisation-là était persistante dans le temps. La lodynie au froid était seulement transitoire puis chez certains sujets, donc on peut moins conclure par rapport à ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on avait une bilatéralité des signes. Souvent, on s'attend avec une lésion d'un côté que les signes soient tous contralatéraux. Puis là, on s'est retrouvé avec des signes qui étaient vraiment bilatéraux. Cette bilatéralité a été rapportée chez l'homme dans certains cas, donc ça reste à savoir un petit peu pourquoi ça peut se développer. Ce n'est pas toujours ce à quoi on s'attend, ça reste que c'est ce que nous avons démontré. En ce qui concerne les changements histopathologiques, donc encore une fois, on a remarqué une réactivité marquée des astrocytes, puis on peut s'interroger finalement sur le rôle de ces cellules-là dans la mise en place, dans l'apparition de ce type de douleur. Enfin, la douleur a été en partie renversée grâce à l'administration de kétamine à haute dose, ce qui nous laisse supposer potentiellement un rôle des récepteurs NMDA, encore une fois, sur l'apparition, la mise en place de ces types de douleurs. Ce rôle reste cependant à préciser puis à caractériser. Malheureusement, la kétamine avait des effets secondaires non négligeables, notamment sur la coordination motrice, on l'a vu. Donc, on peut se poser la question si une administration répétée à long terme de doses beaucoup plus petites pourrait éventuellement avoir un effet sur ce type de douleur. En conclusion, je dirais que le modèle présenté ici reste un modèle animal utile pour étudier la douleur neuropathique centrale chronique. Le rôle des récepteurs NMDA parmi tant d'autres dans ce type de douleur reste à préciser. Et enfin, bien sûr, il y a des drogues beaucoup plus spécifiques qui restent à développer pour pouvoir traiter ce type de douleur. Une étude en utilisant des antidépresseurs et des anticonvulsivants est en cours sur ce type de douleur. Je voulais remercier tous les partenaires et surtout le Dr Pascal Vachon qui m'a beaucoup soutenu pour cette étude. Merci.